Toutes et tous, Un, deux. merci d'être là aujourd'hui. Comme vous le savez, cette semaine, le groupe IGS et HandiGS, la mission handicap du groupe IGS, organisent leur 3e édition de la Semaine du handicap. Une édition qui, cette année, va être colorée de sport, puisque nous avons organisé plusieurs événements autour de cette thématique. Par exemple, demain après-midi, nous irons au complexe sportif du 10e arrondissement, dans lequel nous assisterons à une démonstration de handi-basket avec l'équipe de Paris. Alors cet après-midi, nous sommes ici sur le campus pour accueillir cet amphi des savoirs sur le thème du management, sport et handicap, qui va être animé par Monsieur Emmanuel Carré, directeur pédagogique du groupe IGS, à qui je laisse la parole. Merci. Je ne sais pas si cela fonctionne. Dans le doute, je vais parler dans celui-là et on passera le micro après. Alors effectivement, mon rôle d'animateur va consister essentiellement à vous présenter un film qui a été réalisé par une association qui est un acteur du recrutement qui s'appelle Emploi. Sauf que Emploi s'écrit H-A-N, comme le début d'handicapé, qui est une structure qui est financée, soutenue par des entreprises, dont l'entreprise Thales, qui est représentée cet après-midi par Madame Françoise Bomberger, qui est ici présente et qui travaille en particulier sur les projets d'insertion de personnes handicapées dans l'entreprise. Et puis on a également l'entraîneur de l'équipe de France de basket, mais un basket un peu particulier puisque c'est dans le cadre du handisport. Et avec le témoignage à la fois d'un sportif de haut niveau qui encadre des personnes handicapées et d'une professionnelle des ressources humaines qui travaille également sur ces questions, on a matière à échanger autour en effet de cette problématique sport, management et handicap grâce à ce film qu'on va voir en petits morceaux par séquence, qui est un film qui raconte une expérience d'alpinistes qui ont accepté de travailler ensemble pour accueillir dans leur équipe des personnes qui étaient soit non-voyantes, soit malentendantes ou sourdes complètement, et qui ont dû, en dépit de ça, trouver un mode ensemble de communication et de gestion de projet pour arriver à mener une ascension particulièrement difficile et qui est plutôt réservée à des sportifs chevronnés. Alors toute cette histoire-là est racontée dans un film qui à l'origine dure un peu plus d'1 heure. On a choisi des extraits parce que Thales utilise ce support au sein de son entreprise pour expliquer la démarche. Donc on a ici un condensé des moments clés du film. Et je vais tout de suite donner la parole à Françoise Bomberger pour qu'elle explique le contexte de ce film. Et on va regarder dans la foulée le premier extrait pour poser les premières questions. Non, ça marche pas le petit. Si, vous m'entendez? Oui. Voilà. Super. Donc Françoise Bomberger, je travaille effectivement en ressources humaines, spécialiste recrutement, mobilité, développement professionnel. Thales est un grand groupe. Moi, je travaille juste pour Thales Communication France qui fait 6000 personnes. Alors le film s'inscrit en fait dans une idée qu'on a eue de le projeter à des managers dans ce qu'on appelle nous une action de sensibilisation au handicap. Voilà, et c'est on va vous laisser le découvrir. Et c'est une belle histoire, puisque c'est une histoire qui a fini aussi pour nous, entreprises, en termes d'intégration d'un jeune ingénieur de SME Sudria, qui était aussi à l'origine de ce film, et qui a intégré notre site de Colombes en tant qu'ingénieur il y a maintenant 7 mois. Voilà. On va tout de suite voir la première partie de ce film qui a le mérite de poser une question, c'est au fond quels sont nos a priori, nos appréhensions ou nos premiers regards sur l'intégration de personnes handicapées dans une équipe, puisque le début du film, vous allez le voir, c'est leur première rencontre et ils vont discuter entre eux de la façon de concevoir ce projet.
amitié, amitié, solidarité, égalité. Le monde de l'altitude est une planète à part, donc voilà, ça peut avoir une action sur l'âme et sur la profondeur d'un individu de manière assez significative. On n'a jamais eu de malvoyants ou de personnes avec un handicap sur nos cordées. Donc on va découvrir aussi, c'est une super aventure aussi pour nous. Là, les malvoyants, vous avez beaucoup plus d'expérience sur comment vous faites en randonnée, pour évoluer. Et nous, on va essayer de transposer ça dans notre domaine de la haute montagne. Effectivement, il va falloir qu'on adapte une communication particulière vu qu'on a trois personnes sourdes malentendantes. Une chose est sûre, c'est que les guides se sont tout de suite empressés à savoir comment on allait pouvoir communiquer. Il y a déjà des petits signaux qui se sont mis en œuvre, donc je pense que là, on a déjà atteint un premier objectif qui est la communication du groupe. Tout le monde se positionne, on a déjà appris des petits mots, je veux dire en langue des signes pour certains. Je pense que ce matin au briefing, peu de personnes pouvaient découvrir les personnes en situation de handicap par rapport aux autres, donc c'est vraiment homogène, c'est génial. Alors, on va arrêter le premier arrêt sur image ici pour voir qu'en effet, il y a dans ces premiers moments beaucoup d'appréhensions qui sont un peu dissimulées par une forme d'angélisme, puisque on a l'impression que tout le monde se comprend très vite et qu'on va vite trouver des signes pour communiquer. En réalité, cette phase-là est vraiment cruciale puisque c'est celle dans laquelle des gens différents vont se rencontrer et prendre la mesure de la difficulté qu'ils vont avoir à travailler ensemble. Donc pour ça, ça serait bien qu'on fasse un point sur ce que ça veut dire pour vous au quotidien dans vos équipes. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir quelqu'un d'handicapé dans une équipe? Parce que là, on a la version positive de ça va bien se passer, disons optimiste. Dans la réalité, comment est-ce que ça se passe? Alors, dans la réalité, pour intégrer, il faut déjà avoir recruté. Et j'aime le dire parce que si on a déjà recruté des compétences pour intégrer une entreprise, on a fait déjà un bon chemin. On a recruté. Voilà. Après, pour intégrer, c'est un petit peu comparable à ce qu'il y a dans ce film, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte tous les acteurs d'une équipe, d'un manager qui va intégrer une personne reconnue en situation de handicap, quel que soit son handicap, à partir de... Et continuer à les former, j'ai envie de dire, parce que les managers des entreprises sont très peu ou pas du tout, ou n'ont pas envie parfois aussi de connaître le handicap et de faire différemment leur projet, j'ai envie de dire, qui est un projet industriel, où il y a des contraintes, où il y a des budgets, où il y a des délais, par rapport à quelqu'un qui intègre. Donc il faut que tout soit bien d'équerre au niveau des sensibilités, des connaissances et des adaptations à faire parce qu'il y en a parfois sur certaines formes de handicap. Voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à ce premier passage. Paradoxalement, la question est presque résolue dans le domaine du handisport puisque par construction, tous les gens qui se retrouvent savent pourquoi ils sont là. Alors,
Comment est-ce que ça se passe, la constitution d'une équipe, et comment est-ce que les personnes handicapées elles-mêmes regardent le handicap des autres? C'est vrai que nous, à partir du moment où les athlètes rentrent à l'intérieur de l'équipe, ils sont handicapés, il n'y a pas d'intégration au sein même de l'équipe, puisqu'ils le sont tous, même s'il y a un certain nombre de handicaps différents. Il est clair, de toute manière, qu'il faut quand même pour nous identifier un certain nombre d'habiletés, un certain nombre de compétences, parce qu'au bout du compte, il faut quand même constituer un groupe qui va vers la performance. Donc de toute manière, on ne peut pas prendre tous les types de handicaps non plus. On a de par un système de classification qui est un peu compliqué chez nous, mais qui permet finalement à toutes les personnes, quel que soit leur handicap, de pouvoir participer au sein du groupe. Mais quoi qu'il en soit, on met toujours devant les compétences de chacun et leur capacité surtout à pouvoir s'intégrer dans le groupe humainement autant que sportivement. Donc il y a la dimension de la compétence, de la performance sportive présumée et aussi la capacité à s'intégrer dans une équipe. Oui, parce que finalement, on dit souvent que les meilleurs joueurs ensemble ne font pas nécessairement la meilleure équipe. De toute façon, il y a énormément de gens qui ont des compétences. Il faut aussi surtout que ces compétences s'imbriquent pour que finalement cette dynamique aille vers la performance. C'est vrai que nous, l'intégration se fait plutôt par rapport, Madame parlait des managers, c'est vrai que nous, moi je viens du sport valide, du sport professionnel valide, et c'est vrai que c'est plutôt les personnes qui ont mon parcours, qui ont besoin d'avoir un nouveau regard, et c'est vrai que les entraîneurs qu'on a en formation, comme des managers en entreprise, doivent avoir ce regard qui va vers la performance, donc on doit oublier le handicap, pour nous, c'est très important, puisque ce sont d'abord des athlètes, et non pas des personnes handicapées. Le handicap vient après, mais néanmoins, le handicap existe, donc il faut qu'on le prenne en compte ensuite. Alors, sans entrer dans le détail de la classification, pour notre culture générale à tous, là, comment est-ce que ça fonctionne, la sélection des athlètes, et jusqu'à quel niveau vous positionnez le handicap pour faire partie d'une équipe nationale, par exemple? En fait, pour faire simple, une personne totalement valide vaut 5 points. Donc, c'est une valeur qu'on lui donne, et donc n'est pas habilité à défendre les couleurs de la France en équipe nationale. À partir du moment où vous avez un handicap dit minimum, donc ça va être quelqu'un qui ne va plus pouvoir sauter, courir, donc qui va avoir un problème sur un genou par exemple, ou quelqu'un qui est amputé, une partie du corps, à ce moment-là, on descend 4,5 points et jusqu'à 1 point. Moins vous avez de mobilité, moins vous avez de rotation, moins vous avez de capacité à faire les choses avec les membres supérieurs, plus vous descendez. Et le but pour nous en tant que manager, c'est mettre en place une équipe qui a toujours un maximum de 14 points sur le terrain. C'est pour ça que c'est un système qui est relativement égalitaire, parce qu'on ne peut pas mettre que les personnes les moins handicapées. Parce que dès que vous mettez ce qu'on appelle nous des gros points, donc des points 4,5 points, vous avez déjà 9 points sur le terrain, il en reste plus que 5 à distribuer sur les 3 autres. Donc c'est pour ça qu'il faut continuellement déjà savoir compter et ensuite faire en sorte que tous les handicaps, c'est pour ça que nous, tous les handicaps sont intéressants. Après, selon les sports, il y a des handicaps différents, bien entendu, mais pour pouvoir toujours mettre une équipe compétitive, quels que soient les handicaps, puisque vous avez encore une fois cette limite de 14 points qui nous enferme et qui finalement nous arrange bien, parce que sinon on ferait comme tout le monde, on ne mettrait que les personnes les moins handicapées et le système redeviendrait totalement injuste. C'est là où je redonne la parole à la responsable d'entreprise. Est-ce que par analogie, la gestion d'une équipe dans laquelle on se dit je vais être attentif au recrutement de personnes handicapées et je vais chercher à le privilégier, est-ce que ça fonctionne avec ce système de sélection qui, donc, pour résumer, est double? D'une part, il faut des compétences professionnelles, mais il faut aussi une capacité à s'intégrer. Et puis, d'autre part, il y aurait cette idée d'avoir des points, c'est-à-dire de peut-être pas prendre des gens trop handicapés ou alors qui seraient suffisamment handicapés pour que ce soit visible en termes de communication, ce qui serait un peu cynique. Moi, la première réflexion que j'ai en nous entendant, c'est que
pour un manager, qu'on soit dans le milieu du sport ou dans l'entreprise, qu'on parle de handicap ou pas d'ailleurs, ça c'est moi ce que je dis dans l'entreprise, on recrute de la même façon, puisqu'on recrute des compétences et on recrute une personnalité, des comportements qui vont être faits pour faire avancer un projet dans l'entreprise, qui vont faire avancer une équipe, voilà. Après, nous, entreprises, au niveau des niveaux de handicap, non, ça, on n'a pas de... Enfin, il n'y a pas de... C'est lié au jeu. Voilà, voilà. Quand on recrute, il ne faut pas oublier que dans une entreprise, quand on recrute, si le handicap n'est pas visible, ou même s'il est visible, on ne doit pas, en matière de recrutement et par rapport à notre déontologie, poser des questions sur le handicap. Donc c'est là où on est vraiment dans le recrutement en temps, voilà, valide ou non valide, c'est le même process. Ce qui est différent, c'est peut-être les outils qu'on utilise pour aller chercher ces candidats. Et c'est là où on travaille avec Emploi, puisqu'ils ont un site dédié aux personnes reconnues en situation de handicap sur lequel on diffuse toutes nos offres d'emploi. Il y a peut-être à ce stade un point de droit ou de panorama à faire, je me tourne vers Charles-Antoine, sur la façon dont on traite la question du recrutement des personnes handicapées selon le critère justement de la visibilité ou non, et puis également par rapport à des considérations RH sur la fiscalité associée. Alors est-ce qu'on peut dire quelques mots là-dessus, puisque c'est une des spécialités du groupe IGS, et en particulier de la mission HandIGS au sein de notre groupe, avec un projet qui est notamment mené par Charles-Antoine et qui vise à trouver des solutions à cette question du handicap pour beaucoup d'entreprises. Alors sans doute que la grosse différence entre l'environnement en fait, de l'entreprise et l'environnement du sport, la première chose, c'est une loi de 87 qui impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'engager dans ses effectifs 6% de collaborateurs en situation de handicap. Donc c'est une obligation qui est prise très au sérieux par les entreprises, puisque si elles n'arrivent pas à atteindre ce score, elles ont une contribution à verser à un organisme qui s'appelle l'AGFIP et qui, de façon très schématique, permet de mutualiser, de récolter en fait ces contributions et ensuite de les utiliser et de façon appropriée en fonction des besoins de collaborateurs qui sont en situation de handicap en entreprise. Donc c'est vrai que déjà là, il y a une différence de ce côté-là. Sur la notion en fait de handicap visible, non visible, c'est vrai que finalement, lorsqu'on regarde en fait le panorama, il s'avère que finalement ce ne sont que c'est 85% des handicaps ne sont pas visibles. Et une bonne partie, mais pas tous, ne vont pas nécessiter d'aménagement. Donc, ça veut dire que là encore, il y a une intégration en fait, qui peut se faire en fait, assez facilement. Là où je vais rebondir plus sur notre partie d'accompagnement de jeunes pour les amener au monde de l'entreprise et les amener à développer leurs compétences, là, il y a un enjeu assez important dans ce domaine, puisque à aujourd'hui, on estime que dans la population de personnes en situation de handicap, 85% ont un niveau de formation inférieur au bac. Donc parmi ces 85%, une part non négligeable n'ont pas même de CAP ou de BEP. Donc on a d'un côté en fait cette notion-là, et de l'autre la notion d'entreprises qui ont cette obligation d'emploi et qui de plus en plus, notamment dans le domaine tertiaire, ont des besoins très qualifiés. Donc il y a une problématique assez importante ici, où on a besoin en fait de faire le lien entre ces deux éléments, d'amener des personnes en fait, et notamment des jeunes, à monter en compétences, monter en qualification, et c'est ce que notamment on essaye de faire au sein du groupe IGS, en faisant la promotion de l'alternance pour les jeunes en situation de handicap. Ok,
Ok, on le voit bien, peut-être qu'à ce stade, il y a des questions sur les a priori ou sur le premier regard qu'on pose sur l'intégration d'handicapés dans une équipe. On voit bien que la question de fond qui est un peu posée, c'est est-ce que ce handicap va être en quelque sorte translaté dans le travail d'équipe, est-ce qu'il va venir pénaliser ce travail et comment, en quelque sorte, être à la fois généreux, conciliant et en même temps réaliste par rapport à ce qu'on peut faire avec des personnes qui seraient handicapées. C'est un peu la question difficile à poser au départ. Est-ce que vous en avez de votre côté, à ce stade de nos analyses, dans la salle, que ce soit dans le domaine du sport ou du management? Le plus dur, c'est de poser la première, et après on va avancer dans le film. Il y a des questions par chat. Ah oui, puisqu'on est connecté par chat à la fois sur le film et la conférence qui sont retransmis en direct sur Internet. Est-ce qu'il y en a dans la salle avant de passer au chat? Vous êtes timide? Alors allons-y sur le chat. Alors, une question, quelles sont les difficultés au quotidien pour un entraîneur dans le domaine du handisport? Les difficultés, en fait, encore une fois, on essaye d'oublier cette notion de handicap. Donc il est clair que sur le terrain en tant que tel, on n'en a aucune. Enfin, pas moins ni plus que lorsqu'on est amené à gérer une équipe valide. Le fauteuil nous obligeant, bien entendu, à adapter les contenus de formation. C'est tout. Après, il est clair qu'au quotidien, donc je parle, nous, on est sous forme de stage, puisque c'est une équipe de France, donc on se regroupe tout simplement. Sur les regroupements, c'est vrai que de par certains handicaps, il y a un certain nombre de contraintes qu'on doit prendre en compte, mais qui sont pas si importantes. Il faut juste les intégrer au niveau de l'entraînement, les conditions climatiques pour certains. Tout simplement, pour certains handicaps aussi peuvent poser un certain nombre de problèmes, donc il faut s'adapter. Je crois que c'est ça. Donc à partir du moment où on connaît les types de handicap, on anticipe tout simplement ces problèmes. C'est notre travail, nous, de staff. Et c'est vrai que moi, venant du monde valide sportif, ce sont des choses qui ne me parlent pas au départ. J'ai l'avantage, moi, d'avoir un assistant qui est ancien capitaine de cette équipe de France, donc qui est une personne en situation de handicap et qui connaît parfaitement ces problématiques. Donc je pose beaucoup de questions, maintenant moins, et j'anticipe au maximum avec mon staff ce type de problématique, mais qui reste vraiment sincèrement dans le type de handicap, parce qu'encore une fois, tout dépend des types de handicap. Dans les types de handicap que moi je suis amené à gérer, qui ne changent pas ma vie d'entraîneur du tout. Par analogie, et toujours dans cette question d'insertion, est-ce que vous êtes face à des difficultés dans le regard des autres quand un nouveau coéquipier arrive et qu'il est handicapé? Oui, c'est évident. C'est évident. L'image du handicap, elle amène des choses parfois inconscientes chez d'autres ingénieurs, d'autres collaborateurs. Donc, nous, en tant qu'entreprise, ce qu'on essaie de faire, c'est de sensibiliser toute une équipe ou de sensibiliser un manager au handicap, de pas s'il y a un espace à aménager, il faut l'aménager. Si c'est un fauteuil roulant, il faut dire ce que c'est un fauteuil roulant. Si c'est quelqu'un de malentendant, il faut essayer de... On a intégré récemment un jeune ingénieur justement malentendant, des compétences. Après, la difficulté, c'est qu'en réunion, il n'entend pas bien. Donc là, il faut qu'on rentre dans le type de surdité qu'il a, parce qu'on peut aménager des boucles, mais s'il a un implant, la boucle ne fonctionne pas. Donc on lui aménage des systèmes Tadeo qui puissent entendre, ou un vélotypiste pour qu'il puisse aller dans des réunions au niveau international avec les autres. En fait, pour qu'il exerce
totalement son métier d'ingénieur et on essaie d'accompagner. Nous, au groupe Thales, on a un accord, donc c'est effectivement, on a aussi la possibilité d'accompagner, de faire en sorte que non seulement il soit intégré, non seulement ça se passe bien, mais aussi en plus après qu'il évolue dans le milieu professionnel. C'est-à-dire on le recrute un ingénieur et c'est pas parce qu'il est malentendant qu'il ne sera pas demain le manager d'autres ingénieurs. Et donc c'est tous ces axes-là, recruter, intégrer, bien intégrer dans l'équipe, adapter si nécessaire et continuer à développer les compétences qu'on a recrutées. Alors c'est précisément cette phase-là qu'on voit très bien dans la deuxième partie du film qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire le moment où on rentre dans les faits de l'équipement et puis de la réalité du terrain pour laquelle il faut que les alpinistes là encordés essayent le matériel et apprennent à composer ensemble avant de s'engager dans un projet sous la forme d'une expédition. Donc on va regarder ça avec la suite du film. On fonctionnera toujours comme ça, Jean-Paul sera devant, toi au milieu et moi derrière, pour si jamais il y a un souci d'équilibre, comme ça, moi je peux contrôler la corde, tu vois. Alors c'est à la fois très agréable, on a super envie d'essayer, on a hâte de voir ce que c'est, puisque ce que je découvre, donc forcément j'ai hâte de découvrir. Et puis en même temps une petite appréhension, parce que justement, comme toujours, la peur de l'inconnu. Eh bien, je suis impatient d'apprendre à marcher sur la glace. Pour imaginer pouvoir un jour aller au Mont Blanc, il est indispensable de commencer par une école de glace, par un apprentissage, savoir se servir de ses crampons, d'un piolet, cramponner en sécurité, se familiariser avec les outils qui vont faire partie de la progression, appréhender un espace aussi qui est loin d'être anodin. Donc cette première phase un petit peu d'acclimatation et de préparation est complètement indispensable pour envisager une course d'envergure. C'est vrai que... Donc c'est bien enlevé au lait, c'est bien structuré. Bon, les crampons là-dessus, ils mordent très bien, il n'y a pas besoin de tout tacler les pieds. C'est de l'eau cristalline. C'est pilé quoi. Moi je pensais que avant de venir sur un glacier, je pensais que c'était tout lisse. Alors l'objectif c'était de voir un petit peu leur agilité sur des crampons, ils n'avaient jamais mis des crampons de leur vie. La particularité c'est au niveau du dialogue forcément. Transposer les consignes de sécurité dans leur langage, c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et ça a été super intéressant parce que finalement avec très peu de gestes, très peu de paroles, des regards simplement parfois, ça suffit à se faire comprendre et du coup il y a finalement un dialogue qui s'est instauré et ça a été super sympa. Le pied gauche comme ça et le pied droit on peut le mettre comme ça. Et là ça tient super bien. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, pour que le crampon il accroche, il faut qu'il y ait le maximum de pointes qui soient en contact avec la glace. On essaye de trouver un système pour pouvoir se comprendre à travers la corde, qu'on arrive à bien dialoguer, mais aussi qu'elle me fait partager ses expériences de ses randonnées qu'elle fait habituellement et qu'on essaye nous les guides de transposer ça avec le problème de sécurité qu'il y a en montagne. C'était complètement au feeling parce que moi j'ai jamais eu d'expérience d'emmener des malvoyants, mais là tout de suite on a eu un bon feeling et puis il a bien su m'expliquer qu'est-ce qui la rassurait, qu'est-ce qui lui faisait un peu plus d'appréhension. Donc après avec ça on s'est adapté et non ça s'est bien passé. N'oublie pas que tu dois garder ton équilibre entre deux pas. D'accord. Ok. Voilà. Pour ça, il faut que tu te tiennes bien droit. Je pense
pense que toutes les parties en neige où il n'y a pas vraiment d'obstacles, ça se passera très très bien. Après, ce sera toutes les zones de bloc où là, ça sera plus difficile. Quand elle ne peut pas poser un peu son pied n'importe où, là, ça sera un peu plus difficile. Mais on va travailler encore ça, on va faire une école d'escalade, mais je suis bien confiant et très très agréablement surpris. David, il va grimper, hein, il va grimper sur la paroi, premier, hein, et puis Nicolas, il va être l'assureur, il va assurer David. Voilà, hein, donc. Tire, tire. Donc l'idée c'est que les pieds suivent les mains en fait, hein, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Surtout pour toi. Hein. Oui, bien surtout sûr. pour toi, tu dois vraiment sculpter un peu la face avec tes mains, donc à tâtons. Okay. Ah, si, tu peux essayer de deviner les lignes de faiblesse. Hein. Ouais, carrément. Je pense que finalement, peut-être par rapport aux voyants, on est peut-être plus avantagé. Je parle de voyants débutants, bien sûr. On est plus avantagé parce que, on n'a pas à regarder chercher du regard le rocher, on a juste à le tâtonner, ce qui déjà nous permet de bien appréhender la paroi et de pouvoir avoir un contact avec la paroi. Alors on voit bien dans cette deuxième étape une autre façon d'aborder le handicap, puisque vous le voyez sur ces phases d'entraînement, là les équipes sont en phase de formation, et je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe dans le film à ce moment-là, c'est que finalement les personnes handicapées font de leur handicap un vrai levier pour apprendre vite. Alors est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez chacun dans votre activité? On voit bien la personne non-voyante qui dit finalement j'ai presque de la chance d'être non-voyant parce que j'ai l'habitude de tâtonner, d'avancer, de progresser comme ça. Est-ce que c'est transposable dans ce que vous vivez au plan professionnel ou au plan sportif? Alors, moi ce que je peux dire par rapport à ça, c'est des retours de managers quand ils ont intégré effectivement sur un projet au sein de leurs équipes. Une personne reconnue en situation de handicap, le manager est le témoin que l'intégration d'une personne reconnue en situation de handicap a apporté quelque chose à son projet et à son équipe. Donc les liens, le relationnel se transforme, les objectifs peuvent être modifiés, mais quelque part ça va plus vite. J'ai envie de dire que c'est quelque chose que tout le monde connaît, hein, quand la diversité, la personne reconnue en situation de handicap, elle a aussi un challenge, hein, comme ils ont là, c'est d'atteindre un objectif. Et elle s'adapte, et elle s'adapte vite si on lui donne et la formation et les moyens d'aller plus vite. Et c'est significatif dans ce film, c'est ça, formation, équipe, on aide et on travaille en équipe et on s'adapte. Qu'est-ce que ça donne cette adaptation? Alors, toujours pareil, au sein d'une même équipe, je suppose que l'adaptation est un peu particulière, mais vis-à-vis de l'environnement, est-ce que par exemple, on peut dire que le handisport fait progresser la discipline elle-même dans son ensemble? Est-ce que les sensations ou ce dont témoignent les sportifs
qui sont les personnes handicapées, est-ce que ça aide les valides à voir le jeu autrement, à voir une autre façon d'apprendre, par exemple, à jouer au basket? À la première question, un peu plus liée à la première interrogation, nous avons quand même, nous, des personnes qui sont mal marchandes, donc qui doivent s'adapter au fauteuil. Donc c'est vrai qu'on se rend compte, bien entendu, que la mobilité des personnes qui sont en fauteuil à l'année, malheureusement, n'a rien à voir avec ceux qui seulement rentrent dans le fauteuil pour l'entraînement ou la compétition et bien sûr en sortent derrière. Il n'y a rien à voir, même si ils ont, enfin moi je suis tout le temps étonné de leur capacité d'adaptation et surtout de leur capacité à repousser les limites de l'effort. Entraînant des valides avant, j'avoue que ce n'est pas du tout le même monde. Ils ont une capacité à se battre et à aller chercher la performance qui n'a rien à voir. Par rapport à l'extérieur, c'est vrai que nous, de par le sport, nous avons un public lorsqu'on se déplace. Et par rapport à ça, il est clair que le regard que porte le public est finalement un regard humain. Donc est-ce que réellement il est de la discipline? Je ne crois pas au départ, parce qu'il faut passer ce cap de la compassion. Où, tout à l'heure, avant, j'expliquais une ou deux anecdotes où finalement, lors des matchs, surtout, nous c'est un sport quand même de contact et relativement violent, les joueurs donc tombent et nous n'allons pas les aider, ils se débrouillent, ou quand nous allons les aider, c'est vraiment qu'ils ne peuvent pas, tout simplement, sinon la notion de groupe, comme Madame expliquait. Donc c'est réellement un groupe, de toute façon cette dynamique de groupe, puisque c'est un sport collectif. Si on ne l'a pas, de toute façon, on n'ira pas vers la performance. Donc c'est vrai que parfois, on entend dans le public des gens un peu grogner parce que les personnes de mon staff ou moi, nous ne sommes pas allés aider ces pauvres personnes en situation de handicap. Ou alors, tout simplement, parce que nous avons pris le parti de les traiter d'abord comme des athlètes handicapés et non pas des handicapés athlètes. Et ça c'est très important pour moi. Il est clair que pour les gens, je ne devrais pas leur dire quoi que ce soit, je ne devrais pas leur crier dessus. C'est vrai que malheureusement c'est pas le cas, parce qu'encore une fois on est amené à manager et parfois c'est vrai que dans le sport on monte nous aussi à des limites. Il faut trouver ce point d'équilibre selon les moments au niveau des matchs tout simplement. Donc c'est vrai que là on va dire que ça devient conventionnel lors de notre deuxième passage. Si on revient dans le même endroit un ou deux ans après, il est clair que les gens voient ça d'une manière différente. Sinon, non, au départ, on est quand même globalement dans de la compassion. Les gens viennent vers vous et nous disent que c'est formidable ce qu'on fait, d'aider des pauvres personnes handicapées et ne se rendent pas compte que pour eux, ce qui est important, c'est d'aller décrocher une médaille, rien d'autre, de défendre leur pays et d'aller décrocher des médailles. Donc si pour ça, il faut faire des efforts, si pour ça, il faut que les personnes au bord, comme moi, on soit là pour les pousser de manière parfois un peu virulente, donc, globalement, il y a les mêmes situations de conflit qu'il peut avoir avec des personnes valides. Et puis ça s'arrange, on essaie de trouver un terrain commun pour que cette dynamique, encore une fois, fonctionne et que derrière, le résultat, l'objectif, comme l'objectif au niveau professionnel, finalement, soit réussi. Et pour nous, c'est une qualification, c'est une médaille. Et donc, mais sans groupe, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que l'extérieur nous aide après. Mais au départ, il y a toujours... Tant que c'est de la compassion, c'est humain. On ne va pas non plus... Alors justement, est-ce que la compassion est compatible avec le management? Parce que l'heure n'est pas tellement, en général, au management compassionnel. Et qu'est-ce que ça donne dans les regards des managers sur les personnes en situation de handicap? Est-ce que du coup, c'est une excuse facile? Est-ce que c'est une raison d'en demander plus, d'en demander autant, moins? Comment est-ce que ça fonctionne? Moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que dans l'entreprise, alors à la fois, comme on parlait tout à l'heure, je ne sais pas, à l'accueil, on voit quelqu'un, un handicap visible, et on entend des réflexions, mais vous le faites travailler celui-là. Donc ça, c'est un peu comme le public lors des matchs. Et puis le management, non, il n'a pas le temps d'être dans la compassion. Il a un projet, ça coûte des millions et des millions d'euros, des avenants s'il y a du retard. Non, il veut des compétences, c'est tout. Et voilà. Et la compassion, d'ailleurs,
voilà, le jeune ingénieur ou le moins jeune qui est recruté, il n'en veut pas. Il est exigeant avec lui-même, il doit réussir, il se doit de réussir le projet. Et voilà, après, il peut y avoir dans l'entreprise, puisqu'il y a quand même toute une équipe aussi qui travaille sur le handicap, et parfois il y a des adaptations possibles, donc c'est le médecin, l'assistante sociale, etc. Il peut y avoir des aides ou des adaptations, mais c'est en aucun cas de la compassion, et on ne veut pas que ça en soit d'ailleurs. Et eux non plus. Et eux non plus, oui. En vous entendant, on a le sentiment que les personnes qui sont dans cette situation-là et qui rejoignent des équipes comptent bien sûr sur l'équipe, mais que quelque part, elles doivent avoir une force de caractère un peu plus déployée que les autres. Est-ce que c'est ce que vous voyez au quotidien ? J'ai toujours du mal à faire valide, non valide, donc je dirais, il y a des personnalités, et comme dans toute personnalité, quand on est confronté à un obstacle, on acquiert de la force. Donc je pense, mais c'est mon interprétation, que les personnes qui vont à un moment donné de leur vie ont été confrontées à un handicap, doivent recommencer à faire des études, changer de métier, etc. Ils ont un objectif qui est bien défini, et ils ont eu des obstacles, ils les ont franchis, et ce qui fait peut-être effectivement des personnalités qui, quand elles sont intégrées dans l'entreprise, œuvrent en équipe pour la réussite et pour leur réussite, voilà. Mais je pense qu'on en trouve dans les valides ou les non-valides. Là, ça n'entraîne que moi. Même remarque ? Oui, de toute façon, à partir du moment où on est en situation difficile à un moment donné dans sa vie, c'est vrai que ça peut rendre plus fort. C'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de caractériel, parce que c'est vrai qu'ils ont besoin finalement de prouver aussi des choses pour certains, prouver qu'ils peuvent y arriver, comme les valides, tout simplement, représenter leur pays comme les valides, de la même manière, et aller chercher les mêmes médailles. Donc c'est vrai que de toute façon, que vous soyez valide ou des personnes en situation de handicap, si vous voulez faire du sport pour nous, et du très haut niveau, comme c'est le cas là, au niveau international, si vous n'avez pas de caractère, de toute façon... Alors l'avantage, nous, du sport d'équipe, c'est qu'encore une fois, il y a une hiérarchie aussi des leaders, des gens qui sont plutôt suiveurs, donc où vous pouvez quand même vous intégrer et trouver une place. Mais globalement, quand à un moment donné, il va falloir être sur le terrain et prendre des responsabilités, si vous n'avez pas de caractère, vous ne réussirez pas. Donc c'est vrai que nous, on a plutôt pris le chemin de prendre énormément de caractériel, donc c'est pas facile à gérer au quotidien, c'est même parfois assez conflictuel. Néanmoins, ça reste des conflits liés à la performance, à cette recherche, donc performance. Donc, mais après, comme madame, je vois pas en quoi c'est différent des personnes valides. Mais c'est vrai que c'est un peu plus, chez nous, sans caractère, on passe. Il est clair qu'on ne peut pas passer pour une performance. À ce stade, est-ce que, à nouveau, je me tourne vers soit le chat là-bas et surtout vers la salle, ça serait plus sympa qu'on dialogue ensemble, enfin aussi. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur cette façon? J'ai une remarque sur le film, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la confiance qu'il y a entre les malvoyants et leurs guides. Parce que quand ils sautent des crevasses, moi, voyant, je voulais sauter la crevasse, eux ils y vont, parce qu'ils ont confiance dans leur leader quelque part. Et ça, c'est une qualité, je dirais, essentielle en management. C'est pour un jeune management, avoir confiance dans la personne qui nous guide, c'est vrai que c'est essentiel, c'est une force. Et cette force-là, je l'ai vraiment ressentie. Vraiment, ça m'a scotché. Peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas vu la crevasse. Ah ben peut-être, mais bon. Pour le coup. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres remarques par rapport à ces deux extraits? C'est une question. Comment motive-t-on en fait une équipe d'athlètes de niveau international, en sachant qu'ils viennent peut-être de régions différentes? Comment créer en fait un collectif autour d'une équipe à un niveau national? Je ne suis pas sûr que
que le niveau il change quoi que ce soit. C'est vrai que les objectifs sont plus importants au niveau international, bien entendu, pour nous. Après, je crois que c'est... Enfin, on pourrait répondre, je pense, la même chose. C'est mettre en place des règles, mettre un cadre qui fait que les gens sont en sécurité, en confiance, comme expliquait Madame. Parce que s'ils n'ont pas confiance en nous, qui sommes amenés à les accompagner, et je tiens bien à ça, c'est-à-dire qu'on est... de par le handicap, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris, c'est qu'il y a des choses, moi, venant du sport valide, que je ne sentirai jamais. Donc c'est vrai que voilà, pour nous, c'est les accompagner, beaucoup communiquer. C'est vrai qu'on communique énormément, on coopère de par ses sensations, puisque le jeu, de toute façon, c'est eux qui joueront, c'est eux qui... Il leur appartient. Et à partir de là, la motivation, sincèrement, au niveau où on est, vous n'en avez pas réellement besoin, enfin vous n'avez pas besoin d'une motivation de notre part en plus. Ils le sont, ils sont là pour, encore une fois, essayer d'accrocher des médailles. Donc ils essayent de déménager tout ce qui est devant eux. Et nous, on est là plutôt pour accompagner, d'orienter, de donner un certain nombre d'informations, de règles aussi, parce que quoi qu'il en soit, il faut réussir à trouver un point d'équilibre entre donner la possibilité de s'exprimer à des athlètes, tout en étant, quoi qu'il en soit, dans un cadre bien défini. Et dès que cette dynamique d'action basée sur la coopération est mise en place, tout devient simple et après ça reste du sport, parce que les autres font exactement comme nous normalement. Après, le meilleur gagne, ou celui qui a le plus de chance ce jour-là, parfois, parce que tout le monde fait les mêmes efforts. Hein, mais voilà. Oui, il y a une autre question. Oui, je voulais savoir d'un point de vue économique, est-ce que ça fonctionne comme pour des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils ont des rémunérations, des prix, etc., du même niveau, et ensuite la reconversion une fois qu'on a fini sa carrière de sportif de haut niveau? Alors, je réponds d'abord à la deuxième. Reconversion, il n'y a pas puisque ce n'est pas un métier. Finalement, ils travaillent. Moi, mes garçons sont totalement amateurs. Donc, il y a un certain nombre d'accords avec les entreprises qui leur permettent d'avoir un certain nombre de jours supplémentaires, si vous voulez, pour venir s'entraîner et donc partir en compétition, parce que les compétitions durent à peu près une quinzaine de jours et on part à l'étranger. Donc, c'est vrai que ce n'est pas simple. Donc, si vous voulez, je n'ai pas de problème de reconversion puisqu'ils travaillent ou ne travaillent pas, et à ce moment-là, on est plutôt dans de la formation. Mais non, on est très loin du sport professionnel. À l'heure actuelle, en équipe de France, par exemple, je parle pour moi, j'ai un athlète professionnel seulement qui joue en Italie, et on est sur des sommes qui avoisinent plutôt les 1500 ou 2000 euros par mois, ce qui est déjà un bon salaire, mais qui n'a rien à voir avec les chiffres que vous pouvez entendre dans les sports valides, bien entendu. Après, on est sur des accompagnements plutôt, si vous voulez, par exemple en France, où nous n'avons pas un championnat professionnel comme en Italie, en Allemagne ou en Espagne, où les gens sont aidés tout simplement sur, pas des primes de match, mais si vous voulez, pour aller faire de la musculation, des accompagnements par rapport à ça, où on leur paye les abonnements, ou tout simplement on prend en charge les jours pour qu'ils évitent de prendre les jours de congé. Après, c'est au cas par cas selon les entreprises. Mais c'est vrai qu'au niveau de mes athlètes, par exemple, au mois de juillet dernier, pour aller au championnat du monde, qui n'est pas rien, je n'ai pas pu emmener un de mes athlètes parce qu'il est intérimaire, il n'y avait pas d'accord, et donc il n'avait pas la capacité, entre la semaine de préparation qu'il y avait avant, puis les 15-16 jours de compétition, partir 3 semaines, il mettait en danger sa famille, tout simplement, donc il n'a pas pu venir. Donc c'est très rare. Maintenant, c'est vrai qu'on a un service, nous, à la Fédération française handisport, qui fonctionne très très bien avec ça, où il y a un grand contact, parce qu'il y a beaucoup d'aide, d'accompagnement. Mais globalement, sinon, on est totalement amateur. Je n'ai pas le même problème que certains de mes collègues en sport, comme le foot, par exemple. On n'est pas du même monde. Oui, une autre question? Justement, au niveau de ce financement-là, vous faites appel à quel type de fonds? Vous avez des sponsoring? Et au niveau du matériel des athlètes, surtout au niveau de l'athlétisme, je sais que quand ils ont droit à des prothèses qui sont de plus en plus évoluées, est-ce que vous leur fournissez dans du matériel et est-ce qu'ils doivent se la soulager? Donc, parce que nous, on est une grande famille au niveau du FH, donc je vais vous parler pour le basket, pour ne pas dire de bêtises pour mes collègues de l'athlétisme. Pour ce qui est du basket, en fait, donc il nous faut un fauteuil pour pouvoir jouer. Donc, la plupart du temps, soit ils se l'achètent, soit
c'est fourni par le club. Maintenant, lorsqu'ils viennent, à partir du moment où ils sont inscrits sur les listes de haut niveau et qu'ils viennent en équipe de France, c'est qu'on estime qu'il y a un potentiel. L'un des sponsors principaux de la fédération est Invecare. Et donc c'est vrai que Invecare nous donne, on a une dotation, si vous voulez, à l'année. On a une quinzaine, entre 12 et 15 fauteuils, qui nous permet finalement de rééquiper les nouveaux athlètes ou les fauteuils tout simplement des athlètes, parce qu'ils s'en servent en club bien entendu, parce que si vous voulez, c'est leur paire de chaussures. Et le but, c'est que pour eux, c'est fait sur mesure, bien entendu, et qu'il soit le mieux possible. Et plus ils s'entraînent avec, plus ils jouent avec, plus ils seront performants. Et si on compte seulement, pour finir, le volume, si vous voulez, où ils s'entraînent en équipe de France, c'est ridicule. C'est 3-4 stages dans l'année, plus la compétition. Donc leur temps réel dans le fauteuil, ça sera dans le club. Donc le fauteuil, tout dépend les cas, si vous voulez. Mais sinon, nous, on fournit le fauteuil à nos athlètes, oui. Donc c'est vrai que les clubs ont souvent un parc de fauteuils. Alors la difficulté, c'est ce que je viens de répondre juste avant, c'est que parfois on vous prête un fauteuil qui n'est pas nécessairement très bien adapté. Alors c'est vrai que selon les types de fauteuils et les pathologies, on arrive plus ou moins à régler. Mais si, encore une fois, on veut aller vers la performance, parce que c'est ce qu'on veut, et eux y compris, être les meilleurs possibles, au fur et à mesure, il va falloir aller vers le fauteuil sur mesure. Et là, c'est vrai que c'est les aides avec la sécurité sociale, il faut une bonne mutuelle, ça va être le club peut-être qui va aider, c'est les accords que certains clubs ont avec des constructeurs de fauteuils, c'est ces choses-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même réalité que moi tout en haut, bien entendu. L'intégration au départ, l'adaptation au terrain, et on l'a vu dans la formation qu'ils ont reçue. On va voir un cran après encore comment cette équipe finalement arrive à conduire son projet et comment finalement beaucoup parmi ceux qui les ont accompagnés en apprennent autant que ceux qui se sont livrés à l'expérience. Donc on va voir la dernière partie du film. Là, on va voir leur aptitude un peu physique, comment ils réagissent à l'altitude. Donc là, aujourd'hui, on monte en refuge. Il y en a pour 2 heures classiquement. Là, je pense 2-3 heures. Je pense qu'on va mettre une bonne heure de plus. Donc aujourd'hui, ça va être assez simple. C'est surtout une question de technique d'économie. Donc il faudra que nous, on réussisse à rester dans nos techniques de sécurité tout en s'adaptant à leurs techniques de progression, qu'elles soient toujours économes, quoi. Le truc, c'est qu'on voit qu'ils sont posés, ils ont un équilibre qui est insoupçonné, quoi. Ils ne fonctionnent pas comme nous et ça marche bien. Après, sur le long terme, il faut voir s'ils ne s'usent pas quand même, parce qu'ils sont quand même souvent en train de donner des coups de rein pour récupérer un équilibre et c'est des mouvements dynamiques qui sont fatigants à la longue. Tout en haut, par là-bas, là, il y a de la neige. On voit un sommet qui est assez haut. Là, on commence à être à hauteur de névé là. D'accord. Donc voilà. Ok, allons-y. On est reparti. Ouais. Ouais, c'est une petite marche et tu marches sur un rocher. Tous les passages des sentiers sans bloc au milieu, ça va vraiment très très bien. Après, c'est à chaque fois qu'on bute un peu les pieds dans les cailloux, forcément un petit peu moins à l'aise. Mais je sais pas combien de temps on a mis pour monter, mais on a mis un temps quasiment identique qu'avec une personne valide. C'était effectivement une montée un peu longue. Déjà avec guidé par Franck, c'était super parce qu'on était vraiment tous les deux effectivement dans le même rythme, dans les mêmes pas, c'était nickel. Et puis on a fait des pauses courtes mais régulières. Et puis voilà, moi je suis ravi, c'était super. Je me sens plutôt en forme, donc voilà, vivement demain.
Et réveillé à 3 h du matin et en pleine forme et le temps est magnifique, on voit les étoiles et c'est superbe. Une marche, bien peu d'air. 3 marches. Déjà, moi, je vois le jour et la nuit, donc je me rends bien compte là qu'il fait pas jour. Et puis psychologiquement, c'est pas du tout le même effet. Hier, on parlait de la sensation du soleil, de l'air, etc. Là, évidemment, il n'y a pas de soleil et c'est pas tout à fait le même air. C'est un air très frais, enfin très froid, même très vivifiant. Voilà, c'est une sensation totalement nouvelle pour moi et c'est génial. Voilà, et là, à la pente. Voilà, et là tu descends. Ok, là t'as un bloc, tu l'enjambes. Les terrains dans lesquels Hicham a le plus de mal, et c'est normal, c'est les terrains un peu genre moraine, éboulis et tout. Et en fait là on a chopé la neige juste au-dessus du refuge. Donc on fait en sorte d'être même en dehors de la trace pour avoir un manteau le plus régulier possible. Et là il va super bien quoi. Voilà. Je pense que c'est fondamental de rappeler en fait que c'est les conditions et l'état de la montagne qui confèrent la difficulté à l'ascension. C'est-à-dire que quand la météo se dégrade, qu'il y a du vent, qu'il y a de la neige, déjà le corps est plus éprouvé, les sensations sont pas les mêmes. Et émotionnellement, c'est aussi beaucoup plus difficile. Donc le fait qu'ils aient gravi cette montagne dans des conditions qui n'étaient pas très bonnes en fait un challenge vraiment important. Comment tu te sens ce matin? J'ai mal aux pieds. Moi j'ai mal devant, derrière, au-dessus. Et ça depuis 3 jours. Mais bon, ça va le faire quoi. On va partir pour l'aiguille du Tour. Donc une première partie, une première approche derrière le refuge dans un sentier un peu chaotique avec des névés de neige et des blocs rocheux. Puis après on va prendre pied sur le glacier. Le glacier en pente douce qu'on va remonter jusqu'au col supérieur du Tour. Et puis ensuite au col supérieur du Tour, on passe directement, on atteint l'arrivée de l'aiguille du Tour et puis par des rochers avec une escalade très facile, on arrive au sommet. Il faut compter 4 heures, 5 heures si tout va bien. Il fait assez bon là, il fait pas froid comme au Grand Paradis quoi, donc c'est nickel quoi. En plus j'ai bien dormi donc à la fin. C'est un peu comme nous quand on skie dans le brouillard, enfin moi c'est à ça que ça me fait penser, où t'as plus tes yeux et t'es tout en sensation. Et eux ils ont une rapidité d'adaptation justement vis-à-vis de ces sensations qui est impressionnante. Je crois qu'on a une grande humilité. On a appris une grosse leçon de vie. Nous, les valides, de temps en temps, on se plaint pour pas grand-chose. C'est avant tout une volonté, un courage. C'est exceptionnel. C'est vrai que nous, on a une leçon. Ils nous donnent une leçon chaque fois qu'on les rencontre. Très impressionné par la dextérité des non-voyants, des malentendants. Pour les initiés, hier on est quand même monté à 400 m/h au niveau du dénivelé, au niveau de la marche, donc c'est quand même exceptionnel sur une moraine qui est assez technique. Donc voir des personnes qui voient très mal, qui ne voient pas marcher sur un terrain très accidenté, c'est vraiment hallucinant. Je reviens toujours pas. C'est bien d'avoir
un but, même si à mon avis ce but, il faut assez vite l'oublier et se concentrer sur les objectifs en fait, pour que le but soit pas trop pesant. Une espèce d'école de lâcher prise en fait dans l'alpinisme, qui fait que si on se focalise sur le sommet, c'est un bon moyen pour qu'il nous échappe. Peut-être on peut parler de bonheur à ce moment-là, c'est-à-dire que on n'est plus dans une projection, on est là dans l'instant, tous ensemble, et dans un vrai bonheur qui peut s'inscrire en profondeur et qui ne dépend pas forcément d'un sommet particulier. Moi je vois ça comme une belle école et une belle leçon de vie. Alors on voit bien que dans cette troisième étape, il y a un autre phénomène qui se produit, c'est que finalement les appréhensions initiales, les a priori, et puis l'adaptation, on est vraiment passé à un autre stade, où au fond ce sont presque les valides qui finissent par apprendre de l'expérience autant au moins que les personnes qui s'y sont livrées avec eux. Peut-être qu'il y a une première réaction qu'on pourrait avoir par rapport à ça, et cette idée qu'au fond, on n'entraîne peut-être plus tout à fait de la même façon au basket quand on a travaillé avec des joueurs en situation de handicap, ou qu'on ne manage plus tout à fait de la même façon non plus quand on a pris l'habitude d'être avec des gens différents et qui ont montré qu'ils étaient capables de faire bien, mieux que les autres. Est-ce qu'on peut avoir votre témoignage là-dessus? On commence par vous. Oui, déjà vous dire que c'est cette partie-là du film, quand moi je l'ai visionné pour la première fois, qui m'a donné l'idée, avec Thalès Mission Insertion, de faire quelque chose pour le management, parce que je trouve qu'il y a des voix, des choses qui sont dites au niveau du management qui sont très importantes, que ce soit pour des valides ou de non-valides. Et comme, si on regarde un sommet, si on fait que regarder le sommet, on n'y arrive pas. Et effectivement, dans le monde de l'entreprise, les managers sont souvent focalisés sur le projet, il faut l'atteindre telle date, pour tel coût, sans délai. Et que cette partie-là est la partie où une équipe de valides et de non-valides s'adapte tous ensemble à une situation. Il est dit aussi dans le film que ce temps d'adaptation ne met pas plus de temps. Donc pour un manager dans une entreprise, c'est important. On ne perd pas de temps, on y arrive aussi, peut-être parfois même mieux, parce qu'on a découvert d'autres formes de travail, d'autres formes d'adaptation, d'autres moyens d'aller vers un but. Voilà, c'était comme ça la première réflexion qui me venait pour illustrer cette forme de film, et qu'ils ont réussi. Mais c'est vrai que pour moi, ça a changé ma vision d'entraîneur, c'est clair, parce que passer entraîner tout simplement déjà des personnes professionnelles à des personnes amateurs, souvent la connotation du sport amateur, c'est plutôt un peu plus loisir, un peu plus tranquille. Et là, moi, c'était une grosse différence, c'est qu'au contraire, il la voulait beaucoup plus que d'autres personnes qu'on paye pour ça. Donc c'est vrai que c'est moi surtout que ça a changé, je crois, parce que c'est vrai que c'est une expérience incroyable de voir que ces garçons-là peuvent prendre sur leur congé, s'entraîner de manière incroyable en termes de volume, ne jamais se plaindre, voire redemander pour. On voit bien dans le film là. Oui, voilà. À chaque fois, on entend, j'ai un peu mal aux pieds, mais c'est tellement super et on entend des choses très constructives et positives en permanence. Oui, encore une fois, nous aussi, on a des conflits à un moment donné. Ça va être des conflits parce qu'à un moment, la situation veut qu'on n'est pas d'accord, tout simplement. Mais sur ce qui est du travail en tant que tel, il n'y en a jamais. Au contraire, on est plutôt, nous, à réduire les volumes
plutôt que la différence. Et c'est vrai qu'encore une fois, le fait que ça soit amateur, ce que je répondais à monsieur tout à l'heure, ça ramène à des valeurs qui n'ont rien à voir. C'est vrai que je ne me reconnais plus du tout dans ce que je vois dans des reportages sportifs à la télévision sur certains sports désormais, parce que ce n'est plus mon monde. Là, je redeviens entraîneur. Je suis là pour accompagner des sportifs à la performance et des sportifs, oui, handicapés, d'accord, c'est un fait, mais surtout des athlètes qui veulent se dépasser pour cette médaille. Donc on en oublie le handicap, ce qui est un peu le cas de toute façon, si ce n'est quand on les regarde, parce qu'ils sont en fauteuil bien entendu, c'est ce qui nous ramène au handicap, mais sinon le handicap disparaît par rapport à notre enseignement, et c'est les vraies valeurs du sport qu'on essaye nous de défendre, qui sont là déjà. On n'a pas à faire de morale, on n'a pas besoin de les emmener plus loin, elles sont déjà là et c'est plutôt eux qui nous les redonnent, c'est le contraire. D'autres remarques ou questions? Alors à nouveau, je me tourne soit vers le chat là-bas, et vers Moi j'ai appris une chose, mais ça c'est sur le mode humoristique, c'est que je ne savais pas que l'escalade c'était l'école du lâcher-prise, ça m'a paru un peu dangereux comme métaphore. Voilà. Mais pour le reste, j'ai trouvé que sur la façon de faire progresser, il y avait vraiment un changement entre le moment où ils se sont découverts et où ce sont les handicapés qui, au fond, s'adaptaient à la situation, et la réussite finale où la leçon a quand même été partagée. Alors, j'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que quand vous montrez ce film, vous avez des réactions qui sont positives et qui donnent envie, à part pour vous, dans votre cas, d'aller plus loin et de promouvoir ce type d'expérience? Les réactions étaient positives quand j'ai diffusé ce film, puisque c'était des managers qui avaient tenté l'expérience d'intégrer des personnes reconnues en situation de handicap, et c'était pour, d'une part, les faire se rencontrer. J'avais appelé ça la rencontre des cordées. C'était permettre justement aux managers de partager un retour d'expérience et de faire en sorte qu'ils en convainquent d'autres. Voilà. Donc les réactions sont positives, sans omettre que ce n'est pas toujours facile non plus dans l'entreprise. Et qu'il peut y avoir des expériences difficiles, voilà. Mais, sur le handicap, je pense que, enfin, dans le monde de l'entreprise et dans le monde du sport, à mon avis, c'est tellement comparable dans les propos que j'ai entendus. Il faut toujours continuer à former, à éduquer parfois même, à adapter et à faire en sorte d'intégrer des personnes reconnues en situation de handicap. Et par rapport au management, c'est la même chose. Il faut que le management de demain, comme ça, soit formé, de travailler dans la diversité avec des personnes reconnues en situation de handicap. Et ça, c'est important et il faut continuer, que ce soit... les futurs managers de demain ou les entreprises et ceux qui sont déjà managers, il faut continuer vous aussi à vous former là-dessus, tout simplement. C'est une des raisons qui fait que nous jouons le jeu de la semaine du handicap ici et que beaucoup d'initiatives sont prises au niveau du groupe IGS, et auquel on vous remercie d'ailleurs de vous associer encore une fois aujourd'hui pour amener ce témoignage qui montre que dans sport et management, le trait d'union, c'est la confiance un peu réciproque entre l'entraîneur, le manager et les différents joueurs qui poursuivent un même but finalement et qui peuvent s'adapter à des situations en étant différents. C'est un peu ce qu'on enseigne dans nos cours ici. Est-ce qu'il y a un dernier témoignage ou une dernière remarque? Oui. Moi, j'ai juste une remarque dans le domaine sportif, c'est que là, il y a notamment assez récemment, c'est un sprinter sud-africain, je crois, qui court avec une prothèse, et qui là, ça devient gênant parce qu'il arrive sur des temps très proches des valides. Et à un moment ou à un autre, il a demandé à participer à des compétitions, et là, ce qui est assez étonnant, c'est que certains entraîneurs se sont un peu élevés en disant qu'il n'était pas à art légal par rapport et que sa technologie, puisqu'il est sur une prothèse,
prothèse avec une... Voilà, je voulais juste une remarque par rapport à ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment ou à un autre, on peut penser que la véritable avancée, comme dans le monde de l'entreprise, ça ne serait pas un sport pour handicapés, mais qu'à un moment ou à un autre, il y a un espace de rencontre. Alors, tous les sports ne permettent pas ça, mais là, en l'occurrence, en course à pied, il est sur des distances de sprint, et il arrive sur des temps qui pourraient le faire participer à des épreuves validées. Les lieux de rencontre, si vous voulez, on les a déjà sur certaines disciplines. On a des compétitions qui se font sur le même lieu. Donc ça, il y a des lieux d'échange et déjà, ça, c'est formidable, je crois. Cette année, qu'on a eu l'escrime, je crois, c'est au Grand Palais, c'est ça? Championnat du monde. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir un lieu d'échange et puis tout simplement, le public peut se rendre compte que c'est une compétition comme une autre, de la même manière. Maintenant, pour le cas particulier, sans être un expert de l'athlétisme, mais il est clair que on entendra peu de gens s'élever contre ça tant que la technologie ne permettra pas d'avoir un bonus. La technologie, malheureusement, pour eux, avance bien même, ce qui est formidable pour nos athlètes, et leur permettre finalement donc, voilà, d'augmenter leur performance, comme pour nous au niveau des fauteuils. Les fauteuils, j'imagine, je ne connaissais pas, moi je suis relativement nouveau dans le milieu, mais qui existaient il y a une dizaine d'années, ou même 50, ne sont sûrement pas ceux que mes athlètes utilisent aujourd'hui. Et c'est vrai que à un moment donné, vous y gagnez quelque chose, parce que tout simplement la technologie permet ça, les recherches permettent ça. Donc c'est vrai que je peux comprendre que des entraîneurs là puissent dire oui, mais là ça devient un problème, parce que la technologie avance et ça va aller logiquement en s'aggravant pour eux, parce que la technologie avance toujours. Donc je peux comprendre ça. Et c'est vrai aussi, il ne faut pas toujours vouloir tout intégrer. Je n'ai pas d'avis vraiment bloqué sur ça. Est-ce qu'il a le droit de courir ou ne pas courir? Comme il y a à un moment donné une prothèse, est-ce que ça lui donne un avantage? Oui, non, avant non, pas du tout. Maintenant, on se pose plus la question. Et je pense que le débat, à quel moment on va dire il y a un avantage ou est-ce que c'est pareil? On sait très bien que même chez les coureurs valides, génétiquement, les gens ne sont pas les mêmes. Hein. Donc, dans ces cas-là, le désavantage fait partie d'eux. Donc, vous voyez, je crois que ça va être difficile de trancher par rapport à ça. Ok, en tout état de cause, je pense qu'on ne regardera plus de la même façon un match de basket. Si je peux me permettre juste par rapport à là, il est clair que moi, la première fois que je vais être amené à regarder ce type de film, je vais regarder la performance et dire c'est formidable ce qu'ils arrivent à faire, malgré leur handicap. Et ça, je trouve, c'est logique, c'est humain. Moi, ce qui m'intéresse plus maintenant, c'est ce qui est formidable, c'est qu'une équipe arrive à faire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait, oui, ces pauvres handicapés, ils ont quand même réussi à monter tout en haut. Oui, c'est vrai, c'est bien. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que finalement, une équipe de personnes valides et de handicaps là, c'est ce qui est bien montré en plus de handicaps différents, sont capables de travailler ensemble, d'adapter les moyens de communication, comme au début on a vu, et puis tout simplement après, dans le cheminement, donc pour monter, surtout pour les malvoyants, le fait de tenir, de donner les informations sur ce qu'ils voient, ce que le guide voit pour pouvoir donner des bonnes informations à celui qui est derrière. Et je trouve que c'est ça réellement qui est important. Et il faut dépasser la prouesse, sans la banaliser bien entendu, hein, parce qu'elle l'est. Et encore plus pour eux, surtout les personnes malvoyantes, c'est incroyable, comme vous disiez tout à l'heure par rapport aux crevasses et autres. D'accord, on n'a pas la peur du vide, mais on ne sait pas trop où on marche non plus. Donc j'imagine que ça doit être quelque chose, la peur de l'inconnu. La personne le disait tout à l'heure. Mais si on arrive à dépasser cette vision-là, je pense qu'on fait un grand pas. C'est l'équipe qui fait que, comme dans l'entreprise, je pense que c'est l'équipe qui fait qu'à un moment donné, on avance vers des objectifs communs, tout simplement, comme dans le sport. Hein, je pense qu'on est très proche. Voilà. Je trouve que c'est une belle conclusion pour ce qu'on vient de vivre ensemble. Je voudrais remercier nos deux intervenants d'être venus aujourd'hui nous faire part de leur expérience et leur témoignage. Donc Franck Belen, qui est, je le rappelle, entraîneur de l'équipe de France de basket handisport, qu'on peut applaudir et remercier. Et Françoise Bamberger, qui s'occupe chez Thales donc de la mobilité et de la diversité. Merci. Merci aussi à Charles-Antoine Bertonneau qui a organisé cette conférence. Je pourrais venir toute seule la prochaine fois.
rester dans ma campagne. Et donc profitez bien des autres occasions de réfléchir et de vous exposer à ces questions pendant toute la semaine.